Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un petit peu plus léger que d'habitude, mais un sujet quand même important et tout à fait passionnant, c'est-à-dire le cinéma. Alors dernièrement, en France, le monde du cinéma est en pleine déconfiture puisque les politiques liberticides du gouvernement Macron ont fait chuter de façon extraordinaire la fréquentation des salles de cinéma depuis quelques jours. Alors bien sûr, on pourrait dire que c'est dommage parce qu'il existe encore par-ci par-là quelques rares réalisateurs et quelques cinéastes encore capables de produire de bons et de grands films. Mais moi, en ce qui me concerne, je suis plutôt content de cette baisse drastique des recettes de l'industrie du cinéma, notamment du cinéma français, qui est beaucoup trop subventionné à mon goût, puisque comme on le sait et comme on le constate chaque année aux Oscars et aux Césars ou au Festival de Cannes, eh bien le monde du cinéma est très largement dominé par une caste de dégénérés et de collaborateurs du système globo-gauchiste. Donc quelque part j'ai envie de dire que c'est bien fait pour eux. Alors par exemple, en France, on a eu droit récemment à la sortie d'un film absolument dégueulasse et abominable intitulé Bernadetta. Alors pour faire court, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, et c'est une chance pour eux, eh bien il s'agit d'un film qui met en scène une bande de sœurs religieuses hérétiques, blasphématrices et surtout obsédées par le sexe, bien évidemment. Alors en tant que tel, le synopsis de cette lamentable production n'a rien de très nouveau, pas plus d'ailleurs que son but véritable, qui est tout simplement, clairement, d'attaquer le catholicisme ainsi que la morale chrétienne. Alors de nos jours, on pourrait croire que le monde du cinéma, de la télé, des arts, de la littérature est totalement aux mains des impies. Alors c'est sans doute exact dans une certaine mesure, mais moi aujourd'hui j'aimerais vous raconter une histoire un petit peu oubliée, même très oubliée, une histoire du cinéma, mais avec un œil catholique comme d'habitude sur le fil des postes. J'aimerais vous raconter l'histoire pas si lointaine où les catholiques faisaient littéralement trembler les plus grands studios d'Hollywood. En effet, qui se souvient de la Légion de la Décence? La Légion de la Décence était un formidable lobby catholique qui est parvenu à prendre le contrôle de la censure du cinéma américain entre les années 1930 et les années 1950. Qui se souvient également du formidable intérêt des catholiques pour le cinéma dès les années 1910, un intérêt d'ailleurs qui avait été très vivement soutenu par les papes Pie XI et Pie XII. Qui se souvient enfin des très nombreuses ligues de vertu, ligues catholiques, ligues patriotiques et autres ligues de pères et de mères de famille qui, dans la France des années 1930, militaient de façon radicale contre l'invasion et la propagande de l'immoralité, de la nudité et de l'antichristianisme, non seulement dans la rue, non seulement vis-à-vis des modes, mais également dans le cinéma et dans la chanson. Donc il faut comprendre que le film Bernadetta, ce n'est que l'aboutissement, malheureusement presque anecdotique, d'un siècle de révolution et de propagande dégénérée dans le monde audiovisuel. Alors donc aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire tumultueuse des rapports entre le monde du cinéma et la société catholique. Alors pour revenir rapidement sur ce film Bernadetta, il n'a rien de très nouveau en soi. Cette espèce de littérature dégénérée et antichrétienne, elle a commencé à se diffuser massivement, notamment au siècle des Lumières. À cette époque, dans les milieux de la bonne société, entre guillemets, de la bonne société décadente, eh bien, on se piquait d'irreligion, d'irrévérence et de libertinage. Et parmi les romans saphiques, les tribades et autres thèmes de ce genre, plusieurs auteurs dégénérés s'attaquent logiquement aux choses saintes, à la religion catholique, et notamment aux personnes consacrées, en particulier aux sœurs religieuses. Depuis le siècle des révolutions, les sociétés occidentales ont progressivement éradiqué tout principe de moralité chrétienne dans leurs lois. Mécaniquement, de façon logique, la politique révolutionnaire des libéraux, des socialistes et des laïcards a entraîné la dégradation des mœurs dans la société. Certes, la chose s'est fait petit à petit. De révolution politique en révolution sexuelle, ces bouleversements ont fatalement eu un impact dans les arts et dans la littérature, en particulier grâce aux nouveaux médias qui se développent durant la première partie du XXe siècle, c'est-à-dire la presse de masse, les romans de poche, les magazines, mais surtout le cinéma ainsi que la télévision. Et c'est comme ça qu'au cours des années 1920, c'est-à-dire la période qu'on appelle les années folles, eh bien on assiste à une nouvelle étape de la révolution anthropologique, et en fait, on ne peut pas comprendre la contre-culture des années 1960-70, dans laquelle nous sommes encore, sans comprendre la préalable destruction de la décence commune qui y a mené. Vous avez beaucoup de gens ces dernières années qui vous parlent de mai 68, que tous les problèmes de la France et de la société occidentale viennent de mai 68, du freudo-marxisme, du post-marxisme, etc., mais en réalité, ces gens n'ont pas une bonne analyse des choses. Souvent, ce sont des gens qui sont d'anciens gauchistes ou des gens qui sont des libéraux ou des libéraux conservateurs, mais ce sont des gens qui ne comprennent pas que mai 68, ce n'est que l'aboutissement de plusieurs décennies, voire de 2 siècles quasiment de révolution anthropologique préalable. Et donc, face à la situation absolument catastrophique des mœurs de l'Occident, déjà dans les années 1920, eh bien, comme vous vous en doutez, il y a une seule institution qui est
presque la seule à avertir le monde, eh bien il s'agit évidemment de l'Église catholique. Dès 1919, le pape Benoît XV dénonce la corruption générale des mœurs. Et c'est ainsi qu'il lance la dernière croisade officielle de l'Église, que les papes Pie XI et Pie XII vont appeler la croisade de la pureté. Dans de nombreuses allocutions, il dénonce déjà ce qu'ils appellent donc le nouveau paganisme. Un nouveau paganisme qui frappe la société et qui diffuse des mœurs de plus en plus dégénérées. Naturellement, l'Église est particulièrement inquiète de la diffusion de ce nouveau paganisme via les nouveaux médias, en particulier le cinéma, qui est un média nouveau mais extrêmement efficace et qui connaît un véritable engouement populaire dans les années 1920 et 1930. Alors évidemment, il faut bien comprendre que l'Église n'est pas du tout opposée à la technologie cinématographique, puisqu'elle l'utilise elle-même de façon large pour la propagande de la foi. Mais dans un contexte politique où presque tous les États d'Occident ont rejeté le catholicisme ainsi que les mœurs naturelles, la puissance de ce média peut également avoir évidemment des effets terribles sur les populations en devenant l'instrument de la propagande du diable et de ses partisans. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'enseigne le pape Pie XI dans son encyclique Divini Ilius Magistri en 1929. Je cite: la vigilance à notre époque doit être d'autant plus étendue et plus active que les occasions de naufrage moral ou religieux se sont accrues pour la jeunesse sans expérience. Notons spécialement les livres impies et licencieux, dont beaucoup, par une tactique diabolique, sont répandus à très bas prix. Ainsi que les spectacles du cinéma et maintenant également les auditions à la radio, celles-ci multipliant et facilitant pour ainsi dire toutes sortes de lectures, comme le cinéma facilite toutes sortes de spectacles. Or, ces moyens merveilleux de diffusion qui pourraient, s'ils sont dirigés par de saints principes, être de la plus grande utilité pour l'instruction et l'éducation, ne sont que trop souvent, malheureusement, subordonnés à l'excitation des passions mauvaises, ainsi qu'à l'insatiable avidité du gain. Et c'est donc dans ce contexte que se forment les premières ligues de décence. En fait, dès les débuts de l'industrie du cinéma, dans l'Amérique des années 1910, des ligues ou des comités informels ou ponctuels se sont formés pour interdire la diffusion de films qui étaient déjà à l'époque jugés comme extrêmement offensants pour la morale. En effet, à cette époque, une partie considérable de la société civile respectait encore la décence commune et la morale naturelle. C'est ainsi que se mit en place le National Board of Review, sous l'impulsion de membres du clergé, mais aussi d'universitaires, de travailleurs sociaux et d'autres militants de ligues de vertu laïques. Dans les années 1920, avec la montée en puissance d'Hollywood, plusieurs films commencent à faire scandale et provoquent la réaction du public, comme de certains États américains. On parle de cette période du cinéma américain comme étant la Pre-Code Era. En effet, avant l'apparition de la Légion catholique de la décence, il n'existait tout simplement pas d'autorité régulant la moralité des films aux États-Unis. En gros, à cette époque, un film normal ou un film pornographique n'était soumis finalement à aucune censure vraiment édictée par les lois des États ou des lois fédérales. Et de fait, un certain nombre de films américains des années 1920 ainsi que du début des années 1930 étaient particulièrement osés pour l'époque, puisqu'on y faisait souvent l'apologie plus ou moins explicite de la violence, de l'usage des drogues, de l'homosexualité, de l'infidélité, de l'avortement, de l'érotisme ou même du langage grossier. Certains films, par exemple, comme L'ennemi public ou Le balafré, étaient considérés comme faisant l'apologie du crime, car ils montraient les gangsters sous un jour favorable et romantique. D'autres films étaient attaqués car on considérait qu'ils faisaient la promotion de ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler le néo-féminisme. Par exemple, le film Babyface raconte l'histoire d'une belle jeune femme qui utilise son charme ainsi que les relations sexuelles afin de gravir les échelons de la société et afin de s'enrichir. On retrouve également un schéma analogue dans le film La femme aux cheveux rouges, qui raconte l'histoire d'une femme ambitieuse et sans pitié, qui n'hésite pas à briser des mariages, à avoir des relations sexuelles très libertines, et à organiser un meurtre afin, là encore, de monter dans la société et de s'enrichir. D'une certaine façon, on pourrait dire que ces deux films annonçaient avec beaucoup d'avance la soi-disant libération de la femme, le féminisme et le phénomène des e-girls, à moitié escort girls, à moitié influenceuses. C'est un peu le phénomène qu'on observe depuis quelques années avec ce phénomène des réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, Snapchat, sur d'autres réseaux également comme OnlyFans. Une espèce de démocratisation finalement de la prostitution, un thème d'ailleurs sur lequel nous reviendrons un de ces jours sur le feed des posts.
Alors évidemment, le modèle de la courtisane, de la prostituée de luxe, bon, c'est un phénomène vieux comme le monde, ou en tout cas vieux comme le péché originel. Mais il est certain que ce modèle, une fois qu'il est diffusé avec glamour par un média aussi captivant que le cinéma, ou que tout autre moyen audiovisuel, eh bien il allait inévitablement influencer les jeunes générations, et c'est ce qui se passait déjà dans les années 1920-1930, et on voit également les dégâts que ça a fait dans les années 60-70 et jusqu'à aujourd'hui. C'est donc dans ce contexte, et en réponse à cette vague de films, parfois simplement réalistes, mais aussi bien trop souvent immoraux, que se développent les ligues de vertu, en particulier la future Légion catholique de la décence. C'est à cette époque qu'on essaye de mettre en place un cadre normatif pour définir les limites de la décence et de la morale dans le cinéma. Là encore, il ne s'agit pas d'un mouvement qui concerne les seuls catholiques. Des groupes de protestants ou de juifs estiment également que l'industrie du cinéma américain doit être régulée pour empêcher la diffusion de scènes immorales ou de scénarios qui attaquent les mœurs. De plus, même l'État fédéral américain à cette époque défendait plus ou moins les principes de la morale naturelle, puisque dans un jugement de 1915, la Cour suprême des États-Unis déclarait que les films, donc de l'industrie du cinéma américain, ne pouvaient pas être protégés par le premier amendement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Dès lors, afin d'éviter la mise en place d'une censure directe du gouvernement, l'industrie du cinéma à Hollywood va comprendre qu'il serait préférable pour elle de pratiquer une forme d'autorégulation et donc de choisir le contrôle au moins consultatif de la société civile, en particulier des ligues de décence religieuse. En effet, en 1922, les trois principaux studios de production de l'époque vont mettre en place l'association interprofessionnelle, la MPPDA. Et à sa tête, il place le sénateur républicain William Hayes, qui est un espèce de protestant, puritain, presbytérien, un petit peu radical, qui, selon eux, saura pratiquer une censure propre à assurer aux producteurs hollywoodiens le développement d'une industrie conforme aux standards de la morale chrétienne. Cependant, comme on le verra plus tard, ce sont en fait les catholiques de la Légion de la décence qui, dans les faits, vont inspirer, influencer et effectivement diriger la censure dans cette organisation et de fait dans tout le cinéma américain. Car en effet, la mise en place de cette interprofession de l'industrie du cinéma américain, dans un premier temps, n'aura absolument aucun effet. Dans les années 1920, les codes édictés par la MPPDA, en fait, n'avaient jamais été pris en compte par les producteurs ni par les réalisateurs. Et l'interprofession elle-même n'avait aucune volonté d'imposer ce règlement qui était d'ailleurs extrêmement vague. William Hayes lui-même, le président de cette interprofession, ne semblait pas avoir l'entre-gens ni le charisme propre à s'imposer auprès des géants du milieu. C'est seulement avec la mise en place de la PCA, donc la Production Code Administration, et l'arrivée des catholiques de la Légion de la décence que les choses vont vraiment changer à Hollywood. Alors avant de parler de ça, il faut évidemment vous expliquer comment est née tout simplement la Légion de la décence catholique. C'est entre 1933 et 1934 que la Légion va être fondée. Aux États-Unis, elle va prendre ensuite le nom de National Legion of Decency sous le patronage de l'archevêque de Cincinnati, Monseigneur John McNicholas. La Légion de la décence va recevoir très rapidement une vibrante approbation du pape Pie XI dans son encyclique Vigilanti Cura en 1936. Plus tard, le pape Pie XII fixa également les règles du cinéma chrétien dans sa fameuse allocution aux représentants du monde cinématographique en juin 1955. Alors le constat de la Légion, il est simple. Pour les membres de la Légion, un grand nombre de producteurs et de réalisateurs diffusent des films dont l'influence cause d'immenses dégâts dans la société, en particulier dans la jeunesse. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on romance et on banalise le divorce, l'adultère, les relations libertines, les mauvaises passions, la violence et le crime, que l'on montre dans les films sous un jour favorable, ou parfois même un jour neutre, mais sans aucune leçon morale. Il y a donc un grave risque de faire basculer la société dans un nouveau modèle anthropologique. L'objectif de la Légion est donc très clair. Il faut appliquer sans relâche une pression économique et médiatique sur le milieu du cinéma afin de forcer l'industrie à respecter la morale chrétienne, tout en agissant dans la société pour avertir le public sur le danger des mauvais films. Il faut donc comprendre que la Légion de la décence s'inscrivait tout à fait dans le cadre de l'action catholique. En l'occurrence, la Légion de la décence américaine était placée sous l'autorité des archevêques américains. D'ailleurs, les membres de la Légion de la décence ne s'engageaient pas à la légère. Lors de leur entrée dans le mouvement, ils devaient prononcer le serment suivant, qu'ils réitèrent d'ailleurs chaque année lors de la fête de l'Immaculée Conception. Je cite un passage. Je condamne tous les films indécents et immoraux, ainsi que ceux qui glorifient le crime et les criminels. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour prévenir l'opinion publique contre la production de films indécents et immoraux, et de me joindre à tous ceux qui protestent contre ces films. J'atteste de mon obligation à prendre conscience des films dangereux pour ma vie morale. Je m'engage à me tenir
éloigné de ces films, et de plus, je promets de me tenir à l'écart des lieux d'amusement qui diffusent de tels films. Alors, chose aussi très remarquable, il faut comprendre que si la Ligue de décence était d'abord et avant tout évidemment une organisation catholique, eh bien elle a inspiré de façon tout à fait considérable beaucoup d'autres communautés non catholiques qui vont l'imiter ou parfois même dont certains membres vont se joindre carrément à la Ligue de la décence. La chose était parfaitement permise puisqu'il s'agissait d'unir toutes les forces sociales qui tenaient à défendre la morale naturelle. Et en effet, il faut bien comprendre que ce mouvement, à cette époque-là, était absolument massif. Rien qu'aux États-Unis, en 1934, la Ligue de la décence comptait entre 7 et 9 millions de personnes, non seulement des catholiques, mais aussi un certain nombre de protestants et de juifs, qui avaient également prêté le serment. Cette coalition tout à fait originale a été remarquée dans l'étude des pères Kelly et Ford sur l'histoire de la Légion de la décence. Je cite: l'étendue de la participation et de l'approbation des non-catholiques montrait clairement que cette campagne pour purifier les films n'était pas une simple affaire de catholiques contre le monde. Il s'agissait d'une croisade, et c'est d'ailleurs le terme utilisé plus tard par Pie XI, une croisade des gens de bien, peu importe leurs affiliations religieuses, afin d'exiger une industrie du cinéma décente. D'ailleurs, il faut savoir que la Légion de la décence américaine sera à l'origine du tout premier système de notation des productions filmées au cinéma ou à la télévision, système qui par la suite a inspiré de nombreux pays et d'ailleurs qui existe encore de nos jours. Alors c'est un peu ce que vous savez, les fameux systèmes de notation, PEGI 18, interdit aux moins de 12 ans, interdit aux moins de 18 ans, ça n'existait pas avant que la Légion de la décence mette en place la chose à Hollywood. Alors à l'époque, ce code était appelé à Hollywood le Production Code. On l'a aussi appelé parfois le code Hays, du nom justement de l'administrateur de l'interprofession à Hollywood. En réalité, ce code avait été créé par le père Daniel Lord, un prêtre jésuite prolifique, ainsi que par son associé proche, le réalisateur catholique Martin Quigley. Il est communément admis que Martin Quigley et le père Lord furent tous les deux les vrais initiateurs de la Légion de la décence. Alors ce code, il a connu de nombreuses versions, mais en gros, il était à peu près établi de la façon suivante jusqu'en 1956. Vous aviez la note A1, c'est-à-dire pour les films moralement sains pour tous les publics. Ensuite, il y avait la note A2, c'est-à-dire moralement sain juste pour les adultes. Ensuite, vous avez la note B, c'est-à-dire en partie moralement choquant pour tous les publics. Et ensuite, vous aviez la note C, c'est-à-dire là, carrément condamné. Et si vous aviez une note B ou C, eh bien, c'était très mauvais pour vous et il fallait mieux écouter les recommandations de la PCA et vite modifier votre scénario si vous ne vouliez pas vous prendre une grosse campagne de boycott dans la tête. En plus de ça, le Production Code établissait également une liste de thèmes, d'expressions ou de représentations graphiques qui étaient interdites dans les films à Hollywood. Tout ce qui était nudité, tenue immodeste, grossièreté, scènes semi-érotiques, injures xénophobes ou racistes, tout ceci était interdit par le Production Code mis en place par la Légion de la décence catholique. Donc les studios de production réunis dans la MPPDA s'engageaient en principe à respecter toutes ces directives. Dans le même temps, la PCA, donc la Production Code Administration, était chargée d'appliquer le code, de noter ou de condamner des films, mais aussi d'exiger la révision des dialogues ou de scènes jugées immorales. Théoriquement, du moins dans les années 1930 et au début des années 1940, les cinémas américains avaient interdiction de diffuser un film condamné par la PCA, sous peine de recevoir une amende de 25 000 $ de l'époque. Il faut aussi préciser qu'à l'époque, les salles de cinéma étaient souvent la propriété des grandes compagnies de production. Par conséquent, les petits producteurs pouvaient difficilement contourner le code sous peine de voir leurs films boycottés par les salles. Et donc, à cette époque, dans les faits, la PCA était entièrement dirigée et contrôlée par la Légion de la décence, et la quasi-totalité du monde du cinéma américain était donc complètement soumise à son système de notation. Alors c'est vraiment quelque chose qu'on a complètement oublié et qui nous paraît incroyable, parce que malgré la déchristianisation déjà avancée au début du XXe siècle, eh bien on ne s'imagine pas l'influence énorme qu'avait encore l'Église dans les années 1930 jusque dans les années 1950. De fait, les puissants studios d'Hollywood tremblaient littéralement face à la Ligue de la décence catholique. En effet, si un film recevait une mauvaise note, c'est-à-dire une note B ou encore pire, une note C, eh bien, les retombées pouvaient être catastrophiques. Évidemment, les tribus du cinéma d'Hollywood considéraient uniquement les répercussions économiques de ces notations. Recevoir une mauvaise note était pour eux l'assurance de voir leur film se faire massivement boycotter et donc subir une sévère perte de recettes. De plus, il faut savoir qu'à cette époque, il n'existe évidemment pas de marché secondaire, il n'y a pas de cassette VHS, il n'y a pas d'internet. Donc pour avoir du succès, eh bien un film doit nécessairement sortir en salle. Or, si un film ne se conformait pas au code de la Légion de la décence, eh bien il n'avait tout simplement aucune chance d'être diffusé.
Il faut enfin savoir que la Ligue de la décence, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas une petite organisation dirigée par quelques bureaucrates. Au contraire, il s'agissait d'un véritable mouvement de masse qui organisait de gigantesques manifestations dans les grandes villes américaines et se postait devant les cinémas avec de grandes pancartes afin d'informer le public contre tel ou tel film immoral. Il faut aussi considérer que l'anthropologie catholique à cette époque était encore vibrante et influente dans la société. Nous étions encore 30 ans, 20 ans avant Vatican II. L'Action catholique comptait des millions de membres à travers le monde. La Ligue de la décence ne manquait donc pas de militants et les studios de cinéma n'osaient jamais attaquer le catholicisme ou les mœurs chrétiennes dans leurs films. De plus, pour une fois, une bonne partie des protestants américains s'accordaient avec les catholiques pour défendre les bonnes mœurs. D'ailleurs, la surprenante nature œcuménique du mouvement n'avait pas échappé à quelques commentateurs facétieux. Ainsi, l'universitaire Thomas Doherty définissait le Code de la Légion comme non seulement une liste de choses interdites, mais aussi une homélie qui cherche à assujettir le modèle d'Hollywood à la doctrine catholique. Les coupables sont punis, les vertueux sont récompensés, l'autorité de l'Église et de l'État sont choses légitimes et les liens du mariage sont sacrés. D'ailleurs, Thomas Doherty avait également fait ce commentaire tout à fait amusant en qualifiant l'industrie du cinéma hollywoodien des années 1930 comme étant, je cite, « un business contrôlé par des juifs qui vendent de la théologie catholique à l'Amérique protestante ». C'était exactement ce qui se passait à l'époque. Alors maintenant, voyons un petit peu comment ça se passait justement au sein de cette fameuse PCA, donc la Production Code Administration, qui gérait complètement donc la censure à Hollywood et qui était entièrement dirigée par les catholiques. Alors, entre 1934 et 1954, c'est le catholique Joseph Breen qui est nommé directeur de l'administration donc du Production Code, la PCA, c'est-à-dire l'entité chargée d'appliquer le code de la Légion au sein de l'interprofession des producteurs et des réalisateurs à Hollywood. Alors Joseph Breen, c'est un catholique extrêmement fervent qui va imposer pendant 20 ans une discipline de fer au milieu du cinéma américain. Donc il faut comprendre que quand je vais parler ici maintenant de la PCA, voilà, en fait on parle tout simplement de la Légion de la décence. C'est la même chose, ce sont les gens de la Légion de la décence catholique qui dirigent complètement la PCA. Alors, pour vous donner quelques exemples, l'influence gigantesque de la Légion de la décence catholique à cette époque, elle peut se constater dans de très nombreux cas. Alors voici quelques exemples. En 1933, l'un des premiers films condamnés par la Légion, c'est La Reine Christine. Donc, c'est un film qui raconte l'histoire de la Reine Christine de Suède, mais qui a le défaut de manipuler l'histoire en oubliant de mentionner la raison pour laquelle la Reine Christine, dans la vraie histoire, quitte le trône. Elle quitte le trône pourquoi ? Eh bien pour se convertir au catholicisme. Donc le film n'en parle pas, et ça évidemment ça ne plaît pas du tout à la PCA. De plus, dans ce film, la vie de la Reine Christine est décrite comme étant dissolue, et même la Reine Christine est représentée comme une espèce d'icône féministe. Donc voilà. Tout ceci est condamné, et donc ça ne plaît pas du tout à la Légion. En 1935, le réalisateur de la suite de Frankenstein est obligé d'adapter son scénario, parce que contrairement au premier film, eh bien, le docteur Frankenstein n'est plus autorisé à se proclamer comme étant égal de Dieu. Donc là aussi, c'est une condamnation de la PCA qui entraîne immédiatement une modification du scénario. À partir de 1934, le personnage de dessin animé Betty Boop, qui était à l'époque considéré effectivement comme un sexe symbole et une icône de la révolution sexuelle, a été profondément modifié. Là encore, par demande de la PCA. Alors désormais, le personnage sera représenté comme une espèce de femme au foyer, vêtue avec une longue robe, voilà, une femme bien sous tout rapport, alors que c'est vrai que on a oublié ça aujourd'hui, mais Betty Boop à la base était un personnage de dessin animé extrêmement subversif, et qui d'ailleurs, pendant toutes ces années 1930-1940, va être complètement soumis à la censure de la PCA, et c'est seulement dans les années 60-70 que ce personnage va être ressorti par le studio de production, et qui va reprendre un petit peu son rôle d'icône sexuelle. Autre exemple, dans le film Tarzan en 1934, la PCA exige du réalisateur qu'il supprime une scène où on voit une actrice principale qui apparaît nue. Alors, autre exemple, dans le film Casablanca en 1942, là encore, Joseph Breen, donc le président de la PCA, force le réalisateur à modifier des parties considérables du scénario parce qu'il y avait des scènes qu'il jugeait moralement inacceptables. Autre exemple, le film américain La mariée célibataire, sorti en 1940, a été condamné par la PCA comme étant, je cite, « offensant pour l'institution du mariage ». Il a été reclassé en catégorie B après que la PCA ait contraint les producteurs à retirer de très nombreux dialogues. Le même traitement d'ailleurs a été appliqué au dernier film de Greta Garbo, c'est-à-dire La femme aux deux visages en 1941, ou encore au film Un tramway nommé Désir en 1951. Alors les condamnations pouvaient également concerner ou avoir des raisons idéologiques. Par exemple, en 1941, le film Time in the Sun a été condamné par la PCA car il véhiculait des idées marxistes. Autre exemple, alors là,
plutôt rigolo, en 1947, le film Le Narcisse Noir a été condamné parce qu'il décrivait donc l'histoire d'une sœur religieuse missionnaire qui était en proie à des tentations. Alors Joseph Breen a fait modifier le scénario et désormais il a exigé en fait que le film devait explicitement signaler qu'il ne s'agissait pas d'une sœur catholique, mais d'une sœur anglicane. Donc là, on voit que Joseph Breen en a profité pour mettre une petite quenelle aux anglicans, une petite quenelle qui n'était pas, à mon avis, volée. Alors il demande également d'ailleurs à faire supprimer de nombreuses scènes, notamment celles qui décrivent la vie romantique de l'héroïne avant son entrée dans les ordres. Donc, on voit donc que la puissance du lobby catholique à cette époque à Hollywood, elle est vraiment énorme. Ils peuvent faire interdire tout ce qu'ils veulent. Alors pour finir, un dernier exemple, là aussi c'est un film, un grand classique. Donc en 1939, la Ligue de la Décence classifie le film Autant en emporte le vent dans la catégorie B, c'est-à-dire une très mauvaise note, c'est-à-dire qu'on considère que le film est moralement choquant, au moins en grande partie. Pourquoi? Alors je cite, en raison de l'immoralité des caractères, des principes et des comportements des principaux acteurs du film, des phrases suggestives, ainsi que de la représentation positive du comportement immoral d'un personnage du film. Alors il faut savoir qu'en 1967, lorsque le film Autant en emporte le vent va être réédité, la Légion de la Décence va classifier le film en catégorie A2, c'est-à-dire moralement acceptable pour les adultes et les adolescents, mais avec une réserve, puisque selon le père Louis Newman, qui était membre donc, du comité critique de la Légion, je cite, « La représentation des esclaves noirs dans le film est ridicule, immorale et injuste. » Donc il faut voir aussi que c'est très intéressant que la Légion de la Décence catholique, dès les années 1930, avait interdit justement toutes les représentations xénophobes, racistes, dans le cinéma américain, dans le cinéma hollywoodien. Donc là aussi, il faudrait peut-être rappeler cette chose à nos gauchistes actuels. Alors, en tout et pour tout, entre 1934 et 1978, la Légion de la Décence, ou la PCA, a condamné environ 200 films en catégorie C, c'est-à-dire vraiment totalement condamnés, aussi bien des productions américaines, mais aussi des productions françaises, allemandes, britanniques ou italiennes. Alors pour en citer quelques-unes, et souvent ce sont des films très connus, vous avez par exemple le film Remous, un film français de 1934, il y a aussi le film Club de femmes, L'Orage, La Bête humaine, L'Hôtel du Nord, Le Narcisse Noir, Le César donc de Marcel Pagnol, Le Diable dans la peau, Allemagne année zéro, The French Line, du Rififi chez les hommes et Dieu créa la femme, Embrasse-moi idiot, voilà, etc., etc., encore pas mal d'autres films comme ça. Alors comme vous pouvez le voir, la Légion a condamné un grand nombre de films français, ceci n'est pas du tout surprenant, puisque comme on le verra plus tard, le cinéma français des années 1930 n'était pas du tout encadré par la Troisième République, du moins pas sur des questions morales, il était uniquement encadré sur des questions politiques. En conséquence de quoi, les films français étaient très souvent assez immoraux. La Légion a condamné de la même façon un certain nombre de films italiens, surtout à partir de la fin des années 40, c'est-à-dire après la chute de l'État fasciste. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'État fasciste, avant sa chute, eh bien, imposait une censure morale assez stricte à son cinéma, une censure d'ailleurs qu'il avait complètement confiée au clergé catholique italien. Alors d'un autre côté, il faut bien voir aussi évidemment que la PCA n'était pas non plus parfaite. De nombreux studios parvenaient à passer bien souvent au travers des mailles du filet, comme ça a été le cas par exemple pour le film Child Bride en 1938. De la même façon, le film Le Banni en 1941 avait été initialement condamné par la PCA en raison des scènes volontairement érotiques que le réalisateur excentrique Howard Hughes y avait incluses. Alors pour ceux qui se souviennent, Howard Hughes, c'est le fameux réalisateur qui est incarné par Leonardo DiCaprio dans le film The Aviator. Cependant, ceci n'empêcha pas le film d'Howard Hughes de sortir en 1946 et de devenir un succès au box-office, preuve qu'à cette époque déjà, réalisateurs et producteurs commençaient à s'émanciper de la tutelle de la PCA et de la Légion de la Décence catholique. Alors autre fait intéressant, on peut également remarquer que dans les années 1930, la PCA avait intégré dans son code une interdiction des représentations des relations romantiques entre personnages noirs et personnages blancs, bien qu'une telle réglementation, quelque part, allait à l'encontre des lois morales de l'Église et de l'avis de la plupart des théologiens, à commencer par le père Daniel Lord, qui avait d'ailleurs beaucoup écrit contre le racisme. Cependant, il s'agissait tout simplement à cette époque de se conformer aux normes sociales de l'Amérique ségrégationniste. D'ailleurs, le code imposait également une interdiction des attaques ou des injures xénophobes et racistes, d'ailleurs ce qui était à mon avis une première dans le monde entier. Là encore, c'est une invention catholique. De plus, dès les années 1940, la PCA commença à valider des films où étaient représentés des couples biraciaux et révisa formellement son code à ce sujet en 1956. De plus, il faut bien voir que le code de la PCA était loin d'être infaillible, ce qui obligeait d'ailleurs les membres de la Légion à le réviser et à l'adapter d'année en année, au fur et à mesure que l'industrie du cinéma évoluait elle-même.
Par exemple, le code imposait qu'un baiser sur la bouche à l'écran ne dure pas plus de 3 secondes. Or, justement, dans son film Notorious, Alfred Hitchcock contourna la règle de façon assez facétieuse en demandant à ses acteurs de s'embrasser pendant 2 minutes complètes, mais en espaçant leur baiser par intervalle de 3 secondes. Et ainsi, le baiser était validé. Et pour finir, l'influence de la Légion et de la PCA avait ses limites. En effet, si le code de moralité était tacitement accepté par l'industrie d'Hollywood, eh bien, il n'avait pas de force de loi formelle dans la société. Et les membres de la Légion ne pouvaient peser qu'à titre de groupe de pression. Or, évidemment, pendant ce temps-là, et surtout à partir des années 40-50, la société américaine continuait à se déchristianiser de façon radicale et à rejeter la morale naturelle. De ce fait, de nombreux studios continuaient à repousser les limites de la morale dans leurs films, tout en rencontrant un grand succès commercial et critique. Et donc c'est surtout à partir de la fin des années 40 et du début des années 50 que l'influence de la Légion et de la PCA commença à sérieusement diminuer. Tout d'abord, en 1952, la Cour suprême des États-Unis va décréter que les films du cinéma américain seront désormais protégés par le premier amendement, donc par la liberté d'expression. Ce qui n'était pas le cas auparavant, comme nous l'avons vu avec le jugement de 1915. Donc non seulement les États ne peuvent plus bannir unilatéralement les films qu'ils jugent immoraux, mais en plus de ça, le Code de la Légion de la décence perd donc encore plus de son influence dans l'interprofession du cinéma américain. De plus, les années 1950 sont celles qui préparent la contre-culture des prochaines décennies. Tous les éléments sont déjà là, y compris dans la nouvelle scène des réalisateurs de cinéma. En Europe comme aux États-Unis, le néoréalisme et le cinéma social rencontrent un grand succès, pour des bonnes ou de mauvaises raisons. Ces films cherchent à décrire les phénomènes de société de la façon la plus réaliste et honnête possible, ce qui inclut donc des thèmes tels que la drogue, la prostitution, l'adultère, le libertinage, le monde de la nuit, le crime, le consumérisme effréné, etc. etc. C'est également à cette époque qu'on voit émerger par exemple la figure très marquante du héros adolescent du James Dean, du fameux rebelle sans cause. Et donc, dans les années 50, eh bien, les films sont de plus en plus explicites, que ce soit au niveau du scénario ou que ce soit au niveau des représentations graphiques. Les femmes sont de plus en plus dénudées et hypersexualisées, le langage se fait de plus en plus grossier, et les scènes érotiques se banalisent de plus en plus. En outre, on exalte ou l'on promeut, plus exactement, les supposées aspirations de la nouvelle génération. Consumérisme, société du loisir, libéralisation des mœurs, etc. etc. Et c'est aussi entre la fin des années 30 et le début des années 50 que l'on voit vraiment émerger les premières stars, les idoles internationales du cinéma. Et ces idoles intègrent donc le fameux panthéon de la nouvelle société païenne dénoncé par les papes. De plus, si le cinéma américain demeurait encore tacitement lié par le Production Code de la Légion catholique, eh bien, à partir des années 50, Hollywood est de plus en plus concurrencé par les films d'exportation, et notamment les films italiens et français. Or, justement, les producteurs des films italiens et français, eux, ne sont pas soumis à la réglementation de la PCA, puisqu'ils ne font pas partie de l'interprofession d'Hollywood. Évidemment, ceci n'empêche pas la PCA de condamner ces films français et italiens juste pour la forme, mais cependant, ces condamnations n'ont aucun effet sur ces films étrangers, qui peuvent quand même être diffusés dans les cinémas américains, puisqu'encore une fois, ils ne sont pas soumis au code de la PCA. Et donc, les producteurs ou réalisateurs de ces films français et italiens n'encourent absolument aucune amende. De plus, à la fin des années 40 et au début des années 50, le monopole des sociétés de production sur les salles de cinéma appartient désormais au passé. Avec cette libéralisation du réseau de distribution, eh bien, l'industrie se sent de moins en moins obligée par le code de la Légion. Du coup, les films américains deviennent eux-mêmes de plus en plus osés et provocateurs à la même époque et rivalisent de provocations immorales. Or, nous sommes là en plein renouveau de l'industrie. Les nouvelles générations du baby-boom consomment massivement les productions d'Hollywood, de Rome ou de Paris, et se passionnent pour les nouvelles idoles du show business et surtout pour leurs modèles dégénérés. On constate ainsi qu'à partir des années 1960, la Légion condamne de moins en moins de films alors que son code a été modifié dans un sens de plus en plus strict et précis depuis les années 1950. Le brave Joseph Breen quitte donc définitivement ses fonctions à la PCA en 1954 et il sera remplacé par son adjoint Geoffrey Sherlock. Et donc une page se tourne clairement à cette époque et donc en fait dès 1954 la Légion ne contrôle tout simplement plus la PCA. Donc clairement à cette époque c'est une page qui se tourne, la Légion de la décence catholique ne contrôle plus la PCA, elle ne peut plus vraiment censurer le cinéma américain. En plus de ça, entre 1960 et 1965, eh bien évidemment, nous sommes en pleine révolution conciliaire. Et donc la Légion va être réformée, et d'ailleurs elle va prendre un nouveau nom, elle va garder les mêmes prérogatives, elle sera toujours sous l'autorité de l'épiscopat américain, mais évidemment, tout a changé
rien n'est plus la même chose. Vous avez l'effet combiné donc de cette libéralisation du cinéma américain, et en plus de ça, vous avez cet effet Vatican II qui change absolument tout. Et donc, avec le départ de Joseph Breen, eh bien, la Légion ne possède plus aucun contrôle direct de la censure au sein de l'interprofession des producteurs hollywoodiens. D'ailleurs, les temps ont changé. Nous ne sommes plus à l'époque des grandes mobilisations de la société civile, tous unis contre l'immoralité du cinéma. Désormais, la nouvelle génération, le nouveau public a été influencé justement par le cinéma des années 20 et des années 30, et donc il raffole de l'immoralité, il raffole du scandale et des scènes choquantes à l'écran. Et l'interprofession se soucie donc de moins en moins de ce que pourra en dire la Légion catholique ou la société catholique ou l'Église catholique, qui malheureusement n'a plus les moyens de faire peser sur eux la menace du boycott économique, tout simplement parce qu'il n'y a plus assez de monde qui pourra se mobiliser dans la rue. Ce n'est pas forcément d'ailleurs la faute des catholiques, les catholiques sont toujours là, nous ne sommes pas encore, enfin en tout cas avant Vatican II, les catholiques sont toujours présents, toujours actifs, mais c'est surtout la société elle-même américaine qui se libéralise de plus en plus. Même l'Amérique protestante des années 20 et des années 30 n'est plus du tout la même. Tandis qu'auparavant, cette société-là était encore attachée aux mœurs chrétiennes, eh bien l'Amérique des années 50 et 60, elle est complètement libéralisée et elle ne tient même plus à la morale chrétienne. Donc en clair, il y a plusieurs raisons qui expliquent la perte d'influence de la Légion, ainsi que la diminution drastique de ses condamnations. Donc premièrement, il y a la perte d'influence qui est due à l'évolution néfaste de la société, ainsi que la permissivité grandissante des pouvoirs politiques. À partir des années 50, les gouvernements américains sont de moins en moins soucieux des questions de morale publique. En Italie, par exemple, la bonne collaboration entre l'État fasciste et l'Église prend fin, tout simplement, avec la chute de Mussolini, et donc la censure morale disparaît elle aussi en Italie. Ensuite, il faut aussi voir le phénomène de la massification de l'industrie du cinéma, qui a toujours de plus en plus de succès, surtout à partir des années 1950. Par le passé, l'index des livres prohibés ne pouvait pas condamner tous les livres qui paraissaient chaque année, surtout à partir du 19e siècle, et de la diffusion de plus en plus massive de la littérature imprimée. Donc il est clair qu'à partir des années 1950-60, le travail de la PCA devenait techniquement difficile pour des simples raisons logistiques. Sans compter le fait que l'industrie du cinéma s'était développée dans un grand nombre d'autres pays, et de plus, la démocratisation du média télévisuel rendait la tâche encore plus difficile. Et en plus, il y a aussi les aspects néfastes de la loi du marché libéral. Comme le résume très bien le spécialiste Michel Lagré, je cite « Au cinéma, l'art et la vertu, pour être efficaces, exigent un effort intellectuel, l'habileté et parfois une dépense considérable, alors que l'excitation des passions et des instincts est plus facile, peu coûteuse et beaucoup plus rentable. » Et oui, hélas, la stratégie de boycott adoptée par la Légion de la Décence devenait de moins en moins efficace à partir de la fin des années 1940, puisque les populations des États démocratiques devenaient elles-mêmes de plus en plus insensibles à la morale chrétienne. L'interprofession d'Hollywood n'avait donc plus aucune raison de se sentir menacée par un potentiel boycott économique. Alors, enfin, pour terminer, moi il me semble indubitable que la Légion de la Décence a été gravement affectée par les effets de Vatican II, dont elle fut loin d'être la seule victime. En effet, à l'issue du concile, Paul VI a fait réformer le Saint-Office et va supprimer l'index des livres prohibés. L'action catholique, qui était autrefois vibrante et influente, allait elle aussi disparaître peu à peu. Et ceci se comprend facilement puisque les textes du Concile eux-mêmes défendent les fondamentaux du libéralisme, non seulement sur un point de vue religieux, mais aussi sur le plan des opinions. Et donc dès lors, à quoi bon condamner lorsqu'on estime qu'il n'y a plus quoi que ce soit de vraiment condamnable dans ce monde ? Ainsi donc, la Légion va condamner encore un certain nombre de films entre 1965 et 1978, mais de fait, dans la réalité, en fait, elle a complètement perdu de son ancienne influence. En 1968, le Production Code devient officiellement caduc et il va être remplacé par le système de notation MPAA qui correspond à peu près au standard que l'on connaît aujourd'hui dans le cinéma ou à la télévision. Standard d'ailleurs qui est extrêmement faible, extrêmement libéral, puisque aujourd'hui, un film interdit aux moins de 12 ans, c'est à peu près un film qui était interdit aux moins de 18 ans il y a encore 30 ou 40 ans. Sans compter évidemment tous les dessins animés qui aujourd'hui mettent en scène des personnages homosexuels, des mères lesbiennes, etc., pour pourrir l'état d'esprit des enfants. Donc la Légion de la Décence en fait va elle aussi disparaître, comme je le disais, à la fois sous le coup tout simplement de la pression de la société païenne, de l'industrie du cinéma qui n'en avait plus rien à faire, et également de Vatican II quelque part, puisque la Légion de la Décence va disparaître, elle va prendre un nouveau nom, elle va devenir le National Catholic Office for Motion Pictures, le NCOMP, puis elle va prendre encore d'autres noms, puis en fait elle va être complètement absorbée dans des sections très particulières
donc de la conférence épiscopale américaine, et en fait aujourd'hui elle n'existe virtuellement plus et elle ne sert quasiment plus à rien, et elle ne condamne surtout plus rien. Voici malheureusement comment a fini la pauvre Légion de la Décence qui, comme on vient de le voir, était quand même une organisation absolument glorieuse et qui a fait vraiment les lettres de noblesse de l'action catholique aux États-Unis dans les années 1930 et 50. Alors si vous voulez aller un peu plus loin pour comprendre l'histoire de la Légion de la Décence catholique aux États-Unis, eh bien je vous renvoie tout simplement à l'article que vous trouverez ici en description sous la vidéo, un article sur le Fil des Postes où nous faisons toute l'histoire de la Légion catholique que je viens de vous raconter. Alors évidemment, l'action catholique vis-à-vis du cinéma n'était pas cantonnée évidemment aux États-Unis. Il y avait d'abord la France, puisque la France est quand même le pays qui a inventé le cinéma, mais il y avait aussi des associations similaires, de ligues de vertu, de Légion de la Décence, en Allemagne, en Italie, en France, etc. Alors en Allemagne, c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que ça s'est mis en place, parce que dans les années 30 et 40, évidemment, le régime a été sous domination des nazis. Or, les nazis n'acceptaient absolument aucune concurrence sur le plan social, et donc, évidemment, l'Église, à cette époque-là, ne pouvait pas, mettre en place des choses similaires à ce qui se passait aux États-Unis, ou même par rapport à ce qui se passait en France ou en Italie. Donc, c'est vraiment après-guerre que vous allez avoir des organisations allemandes, d'ailleurs, qui vont faire des actions très importantes, qui vont s'organiser, qui vont beaucoup développer des actions sur le cinéma, à la fois pour développer un cinéma catholique, mais aussi pour condamner certains films. Il y aurait notamment une condamnation, un grand mouvement de boycott en Allemagne contre le film Die Sünderin, donc La Pécheresse, un film qui à l'époque va faire un petit peu scandale, parce qu'il montre une histoire un petit peu, qui fait un peu la promotion du suicide, du libertinage, de l'euthanasie, des choses comme ça, et donc il va y avoir une grande mobilisation, une énorme mobilisation des catholiques allemands à cette époque. Donc ça, c'est pour vous donner un autre exemple. Donc c'était notamment la fameuse Film Liga. La Film Liga, c'était un petit peu l'équivalent de la Légion catholique, de la Légion de la Décence catholique américaine, en Allemagne. Donc maintenant, on va revenir un petit peu en France, puisque la France, c'est quand même le pays où est né le cinéma. Et il faut savoir qu'à l'origine, le clergé catholique était particulièrement réceptif à ce nouveau média tout à fait original. Dès la fin du 19e siècle, on utilisait déjà la technique de la projection fixe à des fins apologétiques dans les paroisses. Plus tard, dans les années 1910, on diffuse, toujours dans de nombreuses paroisses, des courts-métrages d'histoire sainte ou des reportages du Vatican. Et donc en fait, en France, on a très rapidement compris qu'on pouvait tirer un très bon parti en fait de cette nouvelle technologie afin d'édifier la jeunesse, mais également les foules. Alors évidemment, les choses changent un petit peu à partir de la fin des années 1910 et surtout pendant les années 1920, puisque c'est à cette époque que l'industrie du cinéma, telle qu'on va la connaître un peu plus tard, se développe aussi bien en France, mais surtout aux États-Unis, puisqu'il y a beaucoup de films américains qui commencent à débarquer en France, des films qui sont tout à fait osés à cette époque-là, donc avec beaucoup de scènes brutales, de romances érotiques, etc., etc. Donc là, les évêques français vont être très vigilants. Ils vont qualifier en fait ce phénomène de nouveau danger social. Par exemple, ça va aller même plus loin, puisque la semaine religieuse du diocèse de Rennes, dans son numéro du 9 février 1918, va carrément déclarer « N'allons jamais au cinéma ». Alors en Belgique, ça va également très loin, puisque les évêques sont également en alerte. Dans le canon 136 du 4e concile de Malines, on interdit formellement aux membres du clergé de fréquenter les cinémas, donc même de mettre un pied dans un cinéma. Donc à cette époque, on est très vigilant, mais en même temps, que ce soit en France ou en Belgique, on comprend évidemment qu'on peut développer un bon cinéma, un cinéma catholique. Et de fait, ce sont vraiment les catholiques français et belges qui vont être vraiment à la tête dès le début, dès les années 1920, ce sont eux qui vont former les premières organisations catholiques cinématographiques, etc., etc. Et en fait, en 1928, on va créer justement l'Organisation catholique du cinéma, l'OCIC, aux Pays-Bas, et la même année en France, on va créer le Comité catholique du cinéma qui va se former notamment autour du chanoine Raymond. Alors il y a d'autres organisations qui se forment en Allemagne, en Italie, toujours avec le même objectif, c'est-à-dire de s'emparer des nouveaux médias radiophoniques et audiovisuels afin de faire la propagande de la foi catholique. D'ailleurs, la même année se tient le tout premier congrès d'action catholique cinématographique, au cours duquel Monseigneur Julien, l'évêque d'Arras, fait un vibrant éloge de la technologie cinématographique comme étant donc un puissant moyen d'apostolat. C'est donc dans cette atmosphère dynamique et créatrice que le pape Pie XI publie l'encyclique Divini Ilius Magistri, dans laquelle il promeut l'utilisation des nouveaux médias à des fins d'apostolat catholique afin de faire pièce au cinéma dégénéré qui envahit la société et qui corrompt déjà la jeunesse. Alors par exemple, on peut citer un des premiers films catholiques, surtout avec cet aspect un petit peu d'apostolat. Alors c'est le film qui s'appelle « Comment j'ai tué mon enfant ».
C'est un film de 1925, c'est l'un des premiers films de propagande catholique en France. Il a été écrit par le père Edmond Loutil. Alors, c'est un film qui raconte l'histoire d'une mauvaise mère de famille qui veut absolument détourner son fils de sa vocation religieuse. Alors, c'est intéressant parce que ce film avait été notamment tourné avec pour objectif d'être diffusé dans les banlieues rouges de Paris, hein, donc Malakoff, tous ces coins comme ça, Kremlin-Bicêtre. C'était un petit peu l'objectif donc du père Loutil. Donc on voit ici que l'Église, elle a très tôt compris qu'il y avait une guerre culturelle qui se mettait en place. Pie XI reçoit officiellement les responsables de l'OCIC en 1931 afin de définir avec eux les moyens d'action du cinéma catholique. Dans le même temps, le cardinal Pacelli, donc futur Pie XII, adresse une lettre au chanoine Boré, président de l'OCIC, pour le féliciter du travail de son organisation, et notamment de son action, je cite, « contre les dangers moraux et religieux causés par les représentations cinématographiques qui mettent en scène une vie artificielle et immorale ». La lettre du cardinal Pacelli, futur Pie XII, fait le constat suivant, d'une très grande lucidité comme d'habitude. Je cite, « Le cinéma va devenir le plus grand et le plus efficace moyen d'influence, plus efficace encore que la presse. Il convient donc que les catholiques se servent de ce média car les progrès scientifiques sont aussi des dons de Dieu. » Donc la ligne édictée par le pape Pie XI et par le cardinal Pacelli, c'est la suivante. Production de films catholiques, création d'une presse catholique spécialisée dans le cinéma, création de salles de cinéma spécifiquement catholiques, pression sociale et économique afin de contraindre l'industrie à adopter ou à respecter la morale chrétienne. Cette ligne, comme je le disais, elle va être encore mieux établie, notamment dans l'encyclique Vigilanti Cura, dans laquelle Pie XI recommande notamment aux catholiques européens de s'inspirer de l'exemple de la Légion de la décence américaine. Alors cependant, il y a un problème évidemment pour la France, c'est que dans la France laïcarde, les catholiques vont devoir se cantonner à l'action paroissiale et à la pression sociale, à défaut de pouvoir imposer leur politique dans les comités de censure étatiques. C'est d'ailleurs pourquoi l'encyclique de Pie XI recommande la création d'offices catholiques du cinéma dans chaque nation, avec pour tâche d'établir des systèmes de notation spécifiques, à l'instar de celui qui avait été mis en place aux États-Unis par la Légion et par la PCA. Donc le problème, c'est qu'en France, au niveau de l'État, eh bien, la censure officielle, elle reste avant tout cantonnée à la presse infantine ou à la presse politique, tandis que la censure en matière de cinéma passe parfois de la police au ministère de l'Intérieur, puis au ministère de l'Instruction publique, pour enfin aboutir à la création d'un comité national du cinéma en 1934. Mais en fait, on ne sait pas vraiment qui s'occupe de la censure au niveau de la morale, et en fait, il n'y a pas vraiment de censure au niveau de la morale dans la Troisième République. Ce qui explique sans doute pourquoi le cinéma français, à cette époque, prend une telle ampleur, pourquoi est-ce qu'il affiche des thèmes et des scènes extrêmement osés, et pourquoi il est exporté massivement aux États-Unis à partir de la fin des années 40, où d'ailleurs il est presque systématiquement condamné par la Légion de la décence. Alors certes, pourtant, il existe des lois, on ne manque pas de policiers, de maires, et même parfois de ministres, même non catholiques, pour les faire appliquer avec zèle. Car en effet, même dans la France laïcarde du début du XXe siècle, eh bien, une grande partie de la société civile, même de la société non catholique, entretient encore une grande affection pour le respect de la loi naturelle. Car dans les faits, en fait, la réaction face au danger du cinéma immoral est essentiellement assurée par la vigoureuse action de la société civile française et de ses nombreuses ligues de vertu, surtout dans les années 30, lesquelles sont d'ailleurs aussi bien catholiques que laïques. L'une des plus actives d'entre elles, par exemple, ce sera la Ligue française pour le relèvement de la moralité publique. Elle compte des profils aussi divers que des catholiques, des protestants, des démocrates chrétiens, même des radicaux socialistes et des suffragettes féministes. Tout ceci démontre que ce mouvement pour la défense de la morale et de la loi naturelle touchait même des populations non catholiques à cette époque. Principalement menées par des chefs de famille, par des universitaires et par des éducateurs, ces ligues vont particulièrement être actives à partir des années 1910 et leur champ d'action va bien au-delà du cinéma. Elle consiste aussi à dénoncer l'immoralité dans l'habillement, dans la presse, dans les chansons ou au théâtre. Par exemple, la Ligue française pour le relèvement de la moralité publique a une telle influence dans la région lyonnaise qu'elle oblige en 1933 le maire de Lyon à imposer aux nageuses du quai Saint-Vincent de s'habiller de façon plus décente. Et donc, tandis que le ministère de l'Intérieur s'inquiète surtout de surveiller les films contenant de potentiels messages politiques subversifs, le terrain de la censure morale est donc largement laissé aux municipalités et aux ligues de la vertu. Cet état de fait est déploré par le professeur Théophile Nogier, président de la Fédération départementale des groupes lyonnais contre l'immoralité publique, dans une lettre au maire de Lyon. Je cite « La censure d'État, nous l'avons maintes fois constaté, ne s'occupe pas, hélas, du point de vue moral. » Même constat en 1934 lors de la polémique autour du film
on a trouvé une femme nue. À cette occasion, un ancien directeur de cinéma déclare, je cite, « Tout prouve que la censure officielle n'en a rien à faire de la morale la plus élémentaire. Les scènes de ce film sont de la pornographie pure et simple, contre laquelle il est du devoir des gens soucieux de propreté morale d'intervenir. Qu'on ne vienne pas nous évoquer les prétextes d'art, il n'y en a aucun. Une interdiction serait un châtiment mérité pour le producteur responsable de cette ordure. En même temps qu'un avertissement pour tous ses confrères qui se laissent par trop aller à ce genre, ruinant la moralité publique et achèvent de nous déconsidérer aux yeux de l'étranger. » Et là, vous avez ce témoignage est vraiment très intéressant, puisque non seulement on voit que les gens de cette époque, et là encore on ne parle pas forcément de catholiques, hein, le professeur Théophile Nogier dont je vous ai parlé, ce n'est pas un catholique, c'était un professeur un petit peu protestant, laïcard comme ça, et ces gens-là défendaient la morale publique, ils comprenaient le problème qu'il y avait à ce niveau-là. Et donc à cette époque, il y avait non seulement même la société non catholique française comprend qu'il faut défendre la morale naturelle, mais en plus de ça, ils comprennent que si la France apparaît comme un pays où l'on peut diffuser des films avec des scènes érotiques, abominables, ou en tout cas immorales, eh bien on passe pour des faibles et des crétins aux yeux de l'étranger, ce qui est tout à fait exact. Et c'est ce qu'on voit un petit peu aujourd'hui, c'est une critique qu'on pourrait faire aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les nationaux identitaires ou tous ces gens-là, vous en avez beaucoup d'entre eux en fait qui n'ont aucune considération sur la morale vestimentaire, sur la morale publique, etc., qui vous parlent à longueur de temps d'immigration, de je sais pas quoi, d'insécurité et tout ça, des problèmes qui existent, des problèmes qui sont graves, c'est vrai, mais ils ne comprennent pas que si vous êtes dans une société qui n'est plus chrétienne, qui ne respecte même plus la morale naturelle, où on laisse, où on trouve normal que, je sais pas moi... que voilà, les femmes s'habillent de façon légère dans la rue à 4h du matin, qu'elles soient bourrées dans la rue à 4h du matin, en sortant de boîte de nuit. Et après, on s'étonne qu'évidemment, si en plus de ça, on laisse entrer des immigrés ultra-violents et complètement tarés dans la société, bon, évidemment, ça donne lieu à des drames. C'est évident. Mais ils n'arrivent pas à comprendre, si vous voulez, le rapport de cause à effet. Pour eux, il faudrait juste se débarrasser des immigrés et tout se passerait bien. Mais le problème, c'est que les immigrés qui viennent, que ce soit de façon légale ou de façon illégale, eh bien forcément, si ils arrivent dans une société où il n'y a aucune rigueur morale, que ce soit dans les familles ou au niveau des individus, bon, évidemment, ça vous amène un sentiment, si vous voulez, de dégoût, de mépris de la part de l'étranger. Et les gens, à l'époque, les Français solides de l'époque des années 30, comprenaient ça de façon tout à fait naturelle, en fait. Il n'y avait pas de problème. Donc ce commentaire est vraiment très très intéressant. Et là, je rappelle encore que la critique qui est faite par ce directeur de cinéma, dans les années 30, elle est faite par rapport au film « On a trouvé une femme nue ». Si vous regardez ce film, aujourd'hui, on dirait, voilà, il n'y a rien de choquant dans ce film, voilà, ça va, c'est pas, ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec la dernière série, je sais pas, choquante de Netflix, quoi. Mais à l'époque, les gens comprenaient déjà qu'on était très mal embarqués, quoi. On était déjà sur une pente glissante en termes de moralité publique. Quoi qu'il en soit, le problème c'est qu'à cette époque, l'action des ligues de vertu, évidemment, elle est très limitée en France. Hein. Elle est très limitée, pourquoi ? Eh bien parce que beaucoup de films, qui sont objectivement immoraux ou obscènes, eh bien, sont autorisés par l'État, et dans la plupart des cas, les demandes d'interdiction qui vont être faites par les ligues, surtout auprès des maires, eh bien, elles se soldent par des refus. Alors parfois, il y a tellement de refus, et ça exaspère tellement, en fait, les ligues, que les ligues décident en fait d'entreprendre des actions un petit peu plus musclées. Alors ça a été notamment le cas autour du scandale sur le film, donc en 1933, du film documentaire, qui était en fait un documentaire nudiste, La Marche au Soleil. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, la loi à l'époque était très libérale en fait, hein, à ce niveau-là, puisque les films nudistes, enfin les documentaires, pardon, n'étaient pas soumis à toutes les règles de nudité qui encadraient en principe les films, on va dire, normaux, quoi. Donc, pas mal de gens, pas mal de réalisateurs à cette époque, sous prétexte de faire un documentaire, eh bien, mettaient beaucoup de scènes de nudité. Donc là, dans ce film, à cette époque, il a fait scandale, ce film La Marche au Soleil, il a fait scandale en 1933, eh bien, parce que, voilà, vous aviez des gens qui étaient complètement nus dans ce film. Alors, cependant, il existe quand même quelques rares cas de censure gouvernementale dans les années 1920 et 1930 en France. Par exemple, il y a le film La Garçonne, sorti en 1923. Il va être interdit par la Commission nationale de censure, mais finalement il sera autorisé à partir de 1936, ce qui d'ailleurs va déclencher une immense mobilisation des ligues de vertu, qui d'ailleurs malheureusement sera inefficace. Et ce n'est qu'en janvier 1941 que ce film sera formellement interdit. En effet, il y a eu quelques
films donc, qui vont être interdits sous le régime de Vichy, mais en fait pas tant que ça en fait. Hein. Le régime de Vichy n'avait peut-être pas que ça à faire, mais il y avait encore une certaine liberté, on va dire, ou en tout cas une certaine licence à cette époque, malgré tout. Alors le film L'Âge d'Or, sorti en 1930, c'est peut-être le cas le plus célèbre. Hein. C'est un film qui a été c'est le film qui a été le plus longtemps interdit en France. Alors il faut savoir qu'il avait été commandé et produit par le richissime Charles de Noailles, et qu'il avait été réalisé par le fameux réalisateur donc Louis Buñuel, avec l'aide d'ailleurs de Salvador Dali. Alors, L'Âge d'Or, c'est un véritable pamphlet contre l'Église, contre la religion, contre la morale, contre le sentiment patriotique et contre toutes les conventions sociales naturelles décrites comme étant un petit peu voilà, les conventions bourgeoises, etc., etc. D'ailleurs, le film s'achève par une brève adaptation des 120 journées de Sodome, donc adapté donc, du Marquis de Sade. Alors, le film, à l'époque, provoque non seulement la fureur de l'épiscopat français, qui le qualifie de film injurieux pour la patrie, la famille et la religion, mais également provoque la fureur des ligues patriotiques, alors là qui vont vraiment s'énerver puisqu'elles vont saccager la salle de cinéma donc du Studio 28 à Paris donc le 3 décembre 1930. Donc les gens vont les ligueurs vont entrer dans la salle, dans toutes les salles, vont tout casser dans le cinéma au cri de mort aux juifs, on va voir s'il y a encore des chrétiens en France. Alors c'est assez marrant, mais voilà, les gens à cette époque n'étaient pas très contents de tout ce qui se passait, quoi. Donc l'affaire provoque un véritable scandale, dépassant largement les frontières françaises, et la presse de droite exige l'interdiction du film. Alors face à la pression des ligues et des médias de droite, le préfet de Paris, Jean Chiappe, demande à la commission de censure d'intervenir, et donc le film en fait va être interdit le 26 décembre 1930, et il faut savoir que cette interdiction dans les salles ne sera levée officiellement qu'en 1981, après l'élection de François Mitterrand, comme par hasard. Clairement, on voit avec le cas de l'Âge d'Or que les gouvernements de la Troisième République n'en avaient vraiment rien à faire. Hein. C'est comme le disait le directeur de cinéma tout à l'heure. Clairement, le gouvernement n'en avait rien à faire de garantir l'ordre moral. Ils étaient uniquement inquiétés voilà, s'il y avait des messages peut-être un peu politiques contre la République, contre la maçonnerie dans les films. Là, ils n'auraient pas été très contents. Mais en fait, c'est surtout l'action et la pression des ligues françaises qui pouvaient obtenir l'interdiction des films immoraux. Et vous voyez qu'il fallait vraiment appliquer une pression dure, c'est-à-dire que pendant pas mal d'années, en fait, les ligues de vertu françaises ont fait des actions plus ou moins pacifiques, c'est-à-dire elles faisaient des manifestations, des pétitions, voilà, elles allaient manifester devant les cinémas, etc. Mais souvent, c'était inefficace. Par contre, là, quand elles allaient dans les cinémas pour tout casser, pour tout saccager, vraiment montrer qu'ils n'étaient pas contents, là, le gouvernement disait « Ok, là, on a des gens qui sont pas contents, donc on va quand même faire le travail. » Mais vous voyez à quel point, là aussi, il faudrait peut-être réfléchir par rapport à ce qui se passe en ce moment. Il y a un moment donné où le pacifisme à la Gandhi, ça va bien, quoi. On n'est pas en Inde ici, on n'est pas dans une tradition, je sais pas quoi, hindouiste ou bouddhiste. Non, on est dans la France de tradition chrétienne, et donc on est des chrétiens solides. Il y a un moment donné où il faut quand même être un petit peu plus viril. Bref. Alors il y a d'autres cas que je pourrais citer, hein, de films qui vont un petit peu provoquer comme ça des scandales et qui vont aboutir à une interdiction. Alors il n'y en a pas tellement, hein, comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de cas comme ça, mais on peut observer un petit peu le même schéma dans le cas du film Zéro de conduite, donc qui est sorti en 1933, et qui là encore sera interdit en France uniquement par la pression, alors cette fois-ci la pression de la Ligue des pères de famille français, et donc bon malheureusement il sera à nouveau autorisé en 1945. Alors je dis malheureusement, je sais pas parce que je me souviens pas bien de ce film, je sais pas si je l'ai vu. Voilà, en tout cas je sais pas vraiment ce qu'il contient, quel était le problème, mais voilà, en tout cas ça n'avait pas plu à la Ligue des pères de famille française. Alors finalement, il faut voir qu'en France, c'est seulement en 1945 qu'on va voir la mise en place, en fait, en France, d'un système de notation par catégorie, donc très 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 longtemps après les systèmes de notation qui avaient été déjà mis en place par les ligues et les comités catholiques. Il faut voir quand même qu'entre 1945 et 1975, il va y avoir quand même pas mal de censure, mais là on va voir qu'en fait c'est presque que de la censure, non seulement de films étrangers, et surtout sur des raisons purement politiques. Donc il y a à peu près, sur cette période, il y a 3000 longs métrages qui vont être interdits par la commission de contrôle cinématographique, qui désormais va dépendre en fait du ministère de l'Information. Alors il faut voir aussi que sous la France, surtout sur la France gaullienne, bon, l'ORTF, voilà, tout ça, l'information était quasiment, en tout cas l'information audiovisuelle était sous la direction totale de l'État. Donc ça a limité quand même pas mal les choses, mais après le cinéma quand même restait très libre, c'est comme on va le voir.
Par exemple, alors il y a quand même un cas particulier d'interdiction de film, là encore, qui ne sera interdit que suite à une mobilisation de la société civile, notamment des catholiques. Alors c'est le film La Religieuse. Alors c'est un film qui va faire scandale lors de sa sortie en 67. Alors pourquoi ? Parce que ce film, c'est une adaptation du fameux livre anticlérical de Diderot, hein, donc l'encyclopédiste. D'ailleurs, c'est un livre qui avait déjà fait scandale lorsqu'il avait été publié à titre posthume en 1796, donc en pleine époque révolutionnaire. Alors, pour vous résumer la chose, le roman et donc le film décrivent la vie de Suzanne Simonin. Donc, c'est une jeune fille que ses parents envoient de force dans un couvent, donc une pauvre petite fille, une pauvre petite, voilà, qu'on force à aller dans un couvent. On veut se débarrasser d'elle. La jeune fille est alors soumise aux tortures d'une abbesse qui est absolument sadique, parce qu'elle est considérée comme étant possédée, etc. Ensuite, la pauvre est transférée dans un autre couvent, et cette fois-ci, elle est harcelée par les avances sexuelles hein, de sa nouvelle supérieure, qui est une espèce de lesbienne obsédée, comme ça, voilà. Donc finalement, la pauvre Suzanne s'enfuit du couvent, après plusieurs années de souffrance, et elle finit misérablement sa vie en se suicidant. Je crois qu'elle se jette d'une fenêtre alors qu'elle finit sa vie en étant résidente d'un espèce de bordel. Voilà, donc c'est une histoire extrêmement glauque, évidemment qui dépeint les ordres religieux, surtout les sœurs religieuses, sous un jour extrêmement blasphématoire, extrêmement immoral et abominable. Le problème, c'est quoi ? C'est que, en fait, Diderot s'était inspiré de l'histoire vraie, en fait, alors à moitié vraie, vous allez comprendre pourquoi, de Marguerite de la Mare. Marguerite de la Mare, c'était une religieuse française qui avait un petit peu fait parler d'elle au début du XVIIIe siècle, sauf qu'en réalité, Diderot a totalement manipulé l'histoire réelle, enfin de cette personne qui a vraiment existé, pour en faire un espèce de pamphlet anticlérical et complètement immoral. Parce qu'en fait, la vraie Marguerite de la Mare, donc la vraie personne de cette histoire-là, eh ben, elle n'a jamais subi les tortures ou des passions lesbiennes ou quoi que ce soit, ni d'ailleurs la mort par suicide. Hein. Ça, c'est des pures inventions de Diderot. La vraie personne donc, qui a inspiré l'histoire de Diderot, en fait, c'était simplement quelqu'un qui avait été en fait l'objet d'un fait divers donc, dans les années 1750, je crois. Elle avait été dans un couvent, elle était dans un ordre religieux, et en fait, elle voulait en partir, elle voulait en sortir. Et ça avait fait ça avait fait une espèce de procès, mais finalement, elle avait quand même pu partir hein, de ce couvent-là. Donc en fait, ça n'avait rien à voir. Il n'y avait pas d'histoire de torture, il n'y avait pas d'histoire comme quoi elle avait été forcée, ou je sais pas quoi, il n'y a pas d'histoire de mère supérieure lesbienne ou quoi que ce soit. Ça, ce sont des pures inventions de Diderot, évidemment, qu'il a inventé afin d'attaquer l'Église, d'attaquer les congrégations religieuses, etc., etc. Donc il y avait une pure manipulation à ce niveau-là, et donc le film La Religieuse, qui sort en 1967, reprend le roman de Diderot. Or, ce roman repose sur des mensonges abominables. Donc évidemment, là, il y a un problème. Et donc, avant même que sorte ce film, eh bien, les catholiques de France, évidemment, ils se mobilisent en masse pour le faire interdire. Or, nous sommes après Vatican II, évidemment, et rendez-vous bien compte que ce n'est pas du tout les évêques de France qui s'emparent de l'affaire, mais ce sont les maires supérieurs, ainsi que les associations de parents des établissements catholiques, qui vont commencer à faire des pétitions, etc., etc. Alors, notamment en octobre 65, la présidente de l'Union des supérieurs majeurs de France envoie une lettre virulente au ministre de l'Information, Alain Peyrefitte, dans laquelle elle condamne, je cite, « ce film blasphématoire qui déshonore les religieuses ». Et donc, heureusement, la mère supérieure va immédiatement recevoir le soutien du ministre, qui va donc lui dire, voilà, moi je suis de votre avis, mère supérieure, je suis avec vous. Et donc, en mars 1966, eh bien, la commission de contrôle des films interdit totalement la distribution et l'exportation du film. Mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là, parce que cette censure, elle va provoquer un scandale dans la France gaulienne, dont le conservatisme n'est que de façade, puisqu'évidemment, De Gaulle, faible comme il était, même s'il apparaissait fort, bon, malheureusement, il n'a pas rétabli, il n'a pas mis en place une constitution chrétienne. Il a gardé tous les principes, on va dire, droits de l'hommistes, révolutionnaires, maçonniques, de la constitution précédente. Et donc voilà, finalement, eh bien, dans la France gaulienne, eh bien, le conservatisme n'était que de façade. Et donc, immédiatement, vous avez plusieurs intellectuels de gauche, hein, tels que Jean-Luc Godard,
qui vont attaquer le gouvernement, notamment dans le Nouvel Observateur, en criant scandale, censure des artistes, etc., etc. Du coup, en fait, le film va être quand même sélectionné au Festival de Cannes de la même année. Donc, comme je vous disais au début de cette émission, que voilà, le Festival de Cannes, voilà, tout ce milieu-là est pourri depuis bien longtemps. Et en fait, l'année suivante, eh bien, le producteur ainsi que son avocat, donc le producteur du film, ainsi que son avocat, Maître Kijman, pour ceux qui se souviennent de qui il s'agit, eh bien, vont faire annuler la décision de censure du gouvernement par un tribunal administratif. Donc au final, le ministère de l'Information va autoriser le film, en tout cas aux personnes de plus de 18 ans, et dès sa sortie, il va rencontrer un grand succès dans les salles, notamment à cause de la publicité dont il a bénéficié. Mais quoi qu'il en soit, voilà, cette affaire-là, elle est assez lamentable, puisqu'on voit que le gouvernement a complètement reculé très rapidement, hein, et que le problème déjà à cette époque, comme je le disais, c'est que De Gaulle n'a pas voulu mettre en place un État catholique. Il en avait rien à faire quelque part, sinon il l'aurait fait. Ou en tout cas, peut-être qu'il a suivi aussi, malheureusement, hein, il faut aussi pas tout mettre sur le dos de Gaulle. Il avait aussi ses qualités, mais bon, en même temps, nous étions en pleine époque conciliaire, enfin de révolution conciliaire, donc bon, pourquoi aurait-il mis en place un État catholique alors que le clergé de Vatican II avait justement condamné l'intégralisme catholique, notamment dans Dignitatis Humanae. Voilà, donc ça n'avait plus vraiment de sens, hein, pour De Gaulle de faire ça. Et il faut voir aussi, comme je vous le disais, à cette époque, en France, c'est bien, on contrôlait, comme avant, hein, il n'y avait pas vraiment de censure morale par rapport au film. On censurait essentiellement en fait pour des raisons purement politiques. Et presque toutes les condamnations qu'on va voir justement dans ces années-là, ce sont quasiment que des films qui vont être condamnés pour des raisons politiques. Par exemple, le film Le Rendez-vous des Quais, donc en 1953, il va être condamné parce que je crois qu'il parle de toutes les magouilles syndicales et des magouilles syndicales et des réseaux de barbouzes à Marseille, donc dans les années 50, avec toutes les histoires autour de la French Connection et tout ça. Il y a aussi le film Mœurs et coutumes de Le Penlicus. Alors ça, il va être condamné en 58. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il se moque de Gaulle. Il y a aussi le film Tu ne tueras point, Les Sentiers de la Gloire, Le Petit Soldat ou encore La Bataille d'Alger. Alors là, pour le coup, ces films-là ont été plutôt condamnés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils critiquaient tout simplement, ou ils avaient un œil critique sur la guerre d'Algérie, des choses comme ça. Voilà, donc forcément, en fait, voilà, le gouvernement à cette époque ne condamnait que pour des raisons politiques. Tout ce qui gênait en fait le pouvoir politique, mais tout ce qui attaquait la religion, les mœurs, ça, ils s'en fichaient, c'était pas un souci. Voilà. Alors il y a quand même quelques films qui ont été condamnés pour des raisons morales dans les années 50-70. On peut penser notamment à Tristesse des anthropophages, Histoire d'A, La Bonzesse ou encore L'Essayeuse. Mais là, c'était des films quand même qui frisaient franchement avec la pornographie, donc là, c'était quand même un peu exagéré pour l'époque. Mais il faut savoir que, en fait, le problème, c'est que on est déjà à la fin du régime gaullien, donc on passe à Pompidou et surtout à Giscard d'Estaing. Bon, Giscard d'Estaing, c'est vraiment la société libérale-libertaire qui se met en place en France. Divorce, avortement, mais aussi relâchement total de la censure morale. Et donc c'est l'époque aussi de la libéralisation de l'industrie érotique et pornographique en France, qui va connaître d'ailleurs un essor considérable. Et en fait, la Ve République de Giscard ne va rien faire contre ce phénomène, au contraire, hein, puisqu'on est des libéraux, donc voilà, c'est le marché, c'est très bien. Et donc, tous les films là, qui avaient été condamnés auparavant, notamment par exemple le film Histoire d'A, qui en fait était un documentaire militant en faveur de l'avortement, avait été interdit en 1973 sous le ministère de Maurice Druon. Et en fait, il va être autorisé un an plus tard, juste avant, comme par hasard, juste avant l'ouverture des débats sur la loi Veil. Voilà. Alors, je pourrais aussi vous parler un petit peu de ce qui se passait en Italie, mais ce serait un petit peu long pour aujourd'hui. En tout cas, vous pouvez retrouver tous ces détails sur le Fil des Postes. Hein. On a un long dossier qui parle de toutes ces histoires, de toute cette histoire fascinante du cinéma au XXe siècle et de ses rapports justement avec la société catholique. Alors là, j'ai abordé un petit peu l'histoire de la Légion de la Décence, des réactions, on va dire, de la société catholique et de l'Église par rapport à un certain cinéma dégénéré. Mais bien sûr, il faut aussi voir qu'il existe beaucoup de très bons films. Hein. Là, je ne suis pas ici pour condamner le cinéma. Encore une fois, c'est pas une question de condamner le cinéma. Hein. L'Église n'a jamais condamné le cinéma. Au contraire, l'Église dit que le progrès technique, c'est très bien, ce sont les dons de Dieu, mais encore faut-il bien sûr les utiliser pour faire le bien, pour diffuser des choses positives, etc., etc. Donc vous avez tout un tas de très bons films, hein. Que ce soit d'ailleurs dans le cinéma vraiment catholique, ou même dans le cinéma profane, on va dire. Il y a plein de films dans le cinéma profane
qui aborde des thèmes de société. Hein. Il y a de très très grands films dans le cinéma réaliste italien. Alors le cinéma américain des années 40, 50, moi je connais moins, je suis plus focalisé sur le cinéma italien et français de cette époque. Voilà, il y a de très grands films, des films comiques également qui sont très 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 drôles. Mais si je pouvais vous conseiller quelques bons films qui abordent justement des thématiques catholiques, j'aimerais vous citer entre autres, alors évidemment, l'un des plus beaux films à mon avis, moi, du cinéma français, c'est Le Sorcier du ciel, sur la vie du Saint Curé d'Ars, donc sorti en 1949, magnifique film, enfin qui est absolument émouvant. Il y a aussi le très beau film, à mon avis, qui est quasiment ex aequo hein, avec ce film. Pour moi, ce sont les deux meilleurs films du cinéma français, donc c'est le film Monsieur Vincent en 1947, donc sur la vie de Saint Vincent de Paul. Après, il y a d'autres films tels que Bernadette, hein, donc sur la vie de Sainte Bernadette Soubirous. Bien sûr, il y a Dialogue des Carmélites, ça, qui date de 1960. Il y a aussi le premier film américain sur Fatima, donc sorti en 1952. Et il y a aussi un certain nombre de films plus récents, alors qui sont souvent produits par des catholiques conciliaires, un petit peu conservateurs, on va dire, mais quand même des films assez intéressants qui parlent, par exemple, alors vous avez Forbidden God, donc sorti en 2013, donc qui parle des frères, enfin des prêtres clarétiens massacrés par les communistes espagnols durant la guerre d'Espagne. Vous avez aussi le film Poveda en 2016, pardon. Luz de Soledad en 2016 aussi, ou encore Claré, donc sur la vie de Saint-Antoine-Marie Claré, sorti en 2020. Ça, ce sont des films réalisés par le réalisateur espagnol Pablo Moreno. Bien sûr, il y a d'autres réalisateurs, hein, je pense notamment à Mel Gibson, vous le connaissez tous, voilà, catholique traditionnaliste bien connu, pour son film La Passion du Christ, et on attend avec impatience la suite. Je signale aussi, bon je vous en ai déjà parlé peut-être, mais il y a aussi une série catholique qui est en cours de réalisation, même si les réalisateurs ont beaucoup de mal à financer la chose. C'est la série Night of the Cross, donc qui est consacrée à la période de la croisade, ou des croisades plus exactement. Donc là c'est aussi une initiative totalement catholique qui est vraiment très intéressante. Mais voilà, c'est vrai que malheureusement c'est compliqué aujourd'hui pour les réalisateurs catholiques hein, de trouver des financements, c'est évident. Ils ne sont pas favorisés par une industrie qui encore une fois, est majoritairement aux mains de dégénérés, ou en tout cas de collaborateurs de notre monde, on va dire, enfin en tout cas de l'idéologie globaliste. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui les amis, hein, pour cette émission un petit peu consacrée à l'histoire des rapports entre le monde du cinéma et la société catholique. Peut-être que plus tard dans le temps sur le fil des postes on pourra faire des émissions consacrées à tel ou tel film. Voilà, là je voulais plutôt aborder rapidement entre guillemets l'histoire du cinéma, mais il y aura encore beaucoup à dire comme vous vous en doutez. Mais d'ici là, moi je vous souhaite une très bonne journée, que Dieu vous garde et je vous dis à très bientôt sur le fil des postes. Allez, salut à tous, ciao.